bienvenue sur Génération Remote. Aujourd'hui, je reçois Boutena Burkel, qui va nous parler bien-être au travail. Salut Boutena, est-ce que tu peux te présenter rapidement pour expliquer aux auditeurs qui tu es? Yes, ben écoute Xavier, avec grand plaisir, merci en tout cas pour l'invitation. Donc je m'appelle Boutena Burkel, j'ai 36 ans et j'ai monté ma propre boîte qui s'appelle The Helper. L'objectif c'est d'accompagner les dirigeants et les responsables ressources humaines à allier performance durable et on va dire objectifs stratégiques. Et l'idée c'est de pouvoir proposer des services hybrides, donc on est bien sur quelque chose d'innovant qui accompagne par des services de conseil, mais aussi avec des outils tech spécifiques. Ok, ok. Et aujourd'hui, je t'ai invité parce que tu as des points de vue assez intéressants sur le bien-être au travail notamment. C'est un sujet dont on n'a pas beaucoup parlé sur le podcast. On a beaucoup parlé, tu vois, à la fois de recrutement, d'onboarding, de comment est-ce que mettre en place des rituels pour que les gens se sentent bien. Mais on a assez peu parlé, j'ai l'impression que ça fait partie aussi des sujets qui sont relativement survolés, de qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un va pas bien, comment est-ce qu'on fait pour savoir quand quelqu'un va pas bien, et si on détecte que quelqu'un va pas bien, qu'est-ce qu'on fait pour mettre en place tout ça. Yes. Tu vois, un peu sur cette problématique-là qui est, il faut le dire, quand même exacerbée quand on est en remote. Quand on est en remote, par définition, encore plus en full remote, on voit pas les gens et des fois on travaille même pas en synchrone avec eux. Donc il y a des vraies questions là-dessus. Euh, donc voilà, hyper content de te recevoir aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous présenter peut-être rapidement la big picture, on va dire, la chose, un peu l'overview un aperçu de ce que c'est que le bien-être au travail et comment est-ce que ça a changé avec le télétravail? Oui, alors, il se trouve que depuis quelques années, on a vu des Chief Happiness Officers, et qui d'ailleurs étaient un peu brocardés par, à juste titre ou pas, sur l'image comme quoi le bonheur au travail, c'est du bonheur Ouais, d'abord, mais que le bonheur finalement n'est pas sous le contrôle de l'employeur. On s'est rendu compte aussi qu'il y avait pas mal de boîtes type Google ou Facebook, maintenant Meta, et qui ont investi dans leur espace de travail pour ouais, pouvoir ce qu'on appelle faire même de l'aliénation au lieu de travail, de convaincre leurs employés de rester encore plus longtemps. Donc ils ont mis des crèches, des baby-foot, des salles de sport. Je me ouais, souviens la première fois que je suis allée à Boston, devant le MIT, je suis passée devant les lieux de Google et à côté du grand logo, il y avait une salle de sport transparente. Et ça faisait partie des choses qui m'avaient marquée parce qu'en gros, il faisait passer le message que la marque Google, la marque employeur, c'est aussi lié à cette performance, on va dire, physique, à ah plein oui, d'autres ouais, messages un peu de nudge derrière. Donc, il se trouve que en France, il y a ce qu'on appelle un aspect réglementaire qui est lié aux risques psychosociaux, lié à un scandale que certains connaissent. C'était la vague de suicides à Orange, Orange, ok. à France Télécom, pour être précise. Et du coup, la qualité de vie au travail est devenue un sujet, on va dire, réglementaire, mais aussi du personnel, du syndicat, où il y avait des enjeux particuliers liés à ça. Auparavant, il y avait plutôt la sécurité au travail. Maintenant, on était Ouais, passé à la question, effectivement, de la qualité de vie au travail avec ce qu'on appelle les risques psychosociaux. Donc, ça va jusqu'aux troubles musculo-squelettiques. On a mis en avant qu'en fait, le fait de travailler dans une certaine position finit par ouais, altérer, voilà, le corps. Ça finit par, et ces derniers temps, on a même parlé du burn-out qui pourrait devenir une maladie professionnelle. Tous ces éléments-là ont fait que euh, le bien-être au travail a évolué avec différents sujets historiques qui ont reshapé on va dire la question auprès des dirigeants. ouais, Mais c'est devenu, on va dire, encore plus explosif
avec la crise épidémique, avec le Covid et avec le fait que tout d'un coup, du jour au lendemain, les dirigeants ont dû placer leurs salariés en full remote, donc en télétravail, avec des ajustements plus ou moins bien faits, plus ou moins, on va dire, critiques, et qui ont fait que les entreprises et les équipes étaient avec un niveau de stress très élevé. Donc, et d'ailleurs, les clients que je rencontre ont des particularités, c'est que les entreprises qui avaient déjà du télétravail avaient déjà des accords qui étaient prêts, ils avaient déjà des process, ils savaient déjà travailler en télétravail. Le plus dur, c'était pour ceux qui, tout d'un coup, qui ne savaient pas travailler en télétravail, qui se Ouais. sont retrouvés en 100%, et que même les dirigeants n'étaient pas prêts. Ils n'étaient pas prêts Ouais. à ça. Ils savaient pas comment travailler avec leurs équipes comme ça, les managers non plus. Et donc, il y a eu des dérives. Il y a eu du flicage. Il y a eu du contrôle poussé à l'extrême. Il y a Ouais, eu des beaucoup. Ouais, ouais. réunions du matin jusqu'au soir. Voilà. Et effectivement, ça a exacerbé ce que j'appelle, moi, des vulnérabilités au travail. Donc, du burn-out, des maladies liées à la sédentarité, le fait que la vie de famille et la vie professionnelle explosent dans ces moments-là. Et donc, comme on n'était pas préparé, qu'on n'avait pas les process, tout le monde n'est pas logé à la même enseigne, et la productivité euh, s'est fait ressentir avec une baisse. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on aperçoit que les dirigeants qui parlent d'un retour euh, Au bureau. au bureau Ouais. sont ceux qui ne sont pas forcément les plus préparés, et qui veulent pas mal de contrôle. Et ironiquement, ce sont même les organisations qui étaient supposées être les plus innovantes, comme dans la tech, Ouais. qui sont en train aujourd'hui de revenir dessus pour plein d'autres raisons, dont le fait que le coût, par exemple, aux États-Unis pour recruter un techos, ben, c'est très élevé, et qu'ils essayent de cliver pour voir qui va rester. C'est intéressant, cette histoire parce qu'effectivement, quand on prend un peu de recul, on a l'impression que les gens qui, il y a 10 ans, mettaient en avant les chief happiness officers, les snacks gratuits, les salles de sport, les baby-foot, et cetera, sont les mêmes qui, du coup, maintenant, prônent le retour au bureau et tout, Parce que avec c'était une illusion de bien-être au travail. OK, OK, et du coup, effectivement, la mode du chief happiness officer, on a l'impression qu'elle a un peu disparu. On a toujours les baby-foot, on a toujours les locaux un peu cool, mais j'ai l'impression que, tu vois, le poste en tant que tel de vraiment quelqu'un qui a pour mission de rendre les gens heureux, avec des guillemets heureux, euh, ça a disparu, non? Enfin, ou c'est peut-être juste moi dans ma bulle, mais Euh, alors, je pense que il y a eu certains dirigeants, et je le dis de manière très humble par rapport à ça, parce que je me permettrai pas de les juger. Chacun fait avec ce qu'il peut, avec voilà les moyens qu'il a. Euh, il y a plusieurs choses qui jouent. Déjà, il faut pas oublier que l'argent ne coule plus à flot dans des milieux ouais, comme ça, dans ces secteurs-là en particulier. Je parle pas des autres secteurs, parce que voilà, c'est pas les mêmes problématiques. Il faut toujours analyser par la vision stratégique avant de commencer par la partie micro. Donc, niveau macroéconomique, les investissements sont beaucoup plus difficiles, sont beaucoup plus ouais, durs, et ils exigent une rentabilité, une compréhension des coûts. Donc, ils demandent pourquoi il y a un lieu de travail qui coûte super cher, avec des salariés qui sont qui super sont plus là. chers, Ouais, et qui en fait ne sont plus là. Et donc, ils vont commencer à avoir la productivité. Et pour deux minutes de la tech, comment on va mesurer la productivité? Ben, c'est des produits qui sont lancés. C'est aussi la capacité à équiper des clients. Et comme certains chiffres ne sont pas satisfaisants, ben, en fait, je pense que ces secteurs-là sont juste en train de revenir à un niveau de réel ouais, économique, avec des règles qui sont soumises à la négociation avec les parties prenantes. Et ce qui est ironique dans une certaine mesure, c'est que même aux États-Unis, il y a eu typiquement des grandes grèves
liées par exemple à l'intelligence artificielle, comme pour Netflix, pour Ouais. les auteurs. Il y a eu aussi pour les voitures, il y a eu toute une négociation pour augmenter les salaires. Donc on voit bien que les problèmes sont beaucoup plus, on va dire, dans la pyramide de Maslow, plus graves et plus primaires. C'est déjà de Ouais. garder le travail et ensuite de se faire payer. Et ensuite, il y a eu aussi des enjeux liés au sentiment d'appartenance qu'on n'a pas su créer. En fait, le problème, c'est pas la question du télétravail, c'est ce que je dis souvent, c'est le télétravail est un outil. Ouais, ouais. Ouais, c'est ça, c'est comment est-ce que tu crées, de la culture? Comment est-ce que tu crées, l'impression d'appartenir à l'entreprise? Quand encore une fois, depuis le covid, tu es, pas du tout au bureau ou des fois juste un jour sur 2 au bureau, et cetera. Alors, excuse-moi, je vais juste Vas-y. éteindre parce que ça me dérange. Ouais, la question, c'est vraiment, comment est-ce que tu arrives à créer de la culture et de l'appartenance à une entreprise alors que, tu y es plus, en fait, physiquement? Ou alors tu y es de temps en temps. Il y a même des gens, de plus en plus des Parisiens notamment qui sont partis de Paris et donc qui n'habitent plus sur place, qui sont vraiment à des années-lumière, ils ont même changé de vie complètement et cetera. Donc la question de comment est-ce que tu crées la culture, elle est assez intéressante. On a fait un podcast il y a pas très longtemps avec Boon Manager, sur la question. Hem, Elle est au cœur, hein. Cette question de ouais, la culture, elle est au cœur. C'est pour ça que des boîtes comme Disney, ouais, comme d'autres qui sont liées vraiment à une culture du service, euh, et ils exigent ça parce qu'il y a une culture du service qui est très importante. Il y a aussi il y a la question, par exemple, pour les industriels, où ils ont une question d'équité. Par exemple, ce que disait Elon Musk, on l'a caricaturé, il a plein de défauts et je ne parle pas de sa vision politique, ce n'est pas le sujet. Elon Musk, typiquement, il fait des produits. Il a des usines. Donc, ouais. c'est un patron d'usine. Et son point, il l'a dit de manière radicale et pas du tout diplomatique, il n'y a C'est pas pas le de genre, sujet hein. là-dessus. Voilà. Et c'est pas le genre, donc il faudrait même pas être étonné dessus. Mais son point, c'est de dire, moi, j'ai des ouvriers qui travaillent en usine. Pourquoi il y a les cols blancs qui ne viendraient pas? Et ça, on Ouais, peut l'entendre. En fait, moi, j'ai l'impression que des fois, il y a aussi une question on va dire, de lutte des classes. Et je sais que c'est pas à la mode d'en parler dans le milieu des startups, mais il faut aussi voir qu'il y a euh, une question d'équité entre les différents membres de l'équipe, que ce ouais, soit l'ouvrier, le chef d'équipe ou le manager ou le dirigeant. Et du coup, se pose la question, est-ce que le dirigeant qui est en télétravail toute l'année et qui ne vient jamais en usine connaît vraiment la réalité du business, de la sécurité au travail, des erreurs, de la qualité, s'il ne se déplace jamais? Et ouais, quel est son rôle? Quelle est sa plus-value? Et c'est là où la radicalité d'Elon Musk posait une question qui dérangeait. Et c'est très marrant parce que j'ai posé cette question à mes étudiants en management hybride et ils ont tous répondu avec leurs œillères, parce que comme c'est une école de com, donc c'est des œillères de jeunes dans la com, ils ont tous ouais, posé la question, bah, en fait, c'est pas bien, c'est pas sympa. D'accord? Mais pour les ouvriers, pour la qualité, pour ce sentiment d'appartenance à une unité, à un projet, surtout que typiquement Elon Musk, son objectif c'est de faire de l'innovation. Et donc la tech a posé une question qui est peut-être dérangeante, c'est de dire que le télétravail met en difficulté l'innovation. Alors moi je suis pas du tout pour cette hypothèse, parce que typiquement, nous, on travaille en télétravail et on arrive à gérer ces sujets-là. Donc, ça demande des process, ça demande un lâcher-prise et ça demande des cycles peut-être un peu plus longs. Ce qu'il faut voir, c'est que ces gens-là mettaient leurs collaborateurs dans des cercles fermés et qu'ils les faisaient travailler pendant un temps très intense ouais. euh, et, euh, et qu'il fallait livrer pour tenir les délais. Donc le sujet, c'est pas tant l'innovation, c'est plutôt le cycle de livraison et le cycle de comment on arrive à produire dans des conditions tenables. Alors justement, Quelles sont les conditions tenables?
Ouais, c'est ça. Et c'est intéressant peut-être parce que tu disais que tu t'enseignes en management hybride. Donc Mhm, justement, euh, qu'est-ce qu'on fait pour mettre en place des conditions qui soient des bonnes conditions au-delà du baby-foot? On a bien compris que le baby-foot, c'était pas la solution. Mais ouais, quels sont un peu les prérequis, tu vois, s'il y a des gens qui m'écoutent yes. et qui sont des créateurs d'entreprises et qui veulent Mhm, soit bouger leur entreprise vers du remote ou alors qui sont en train de monter leur boîte là maintenant mhm. sur une boîte full remote ou hybride, qu'est-ce que tu leur conseillerais de faire, de mettre en place pour que justement essayer de prévenir cette histoire de bien-être au travail et que à la fois gérer l'équité au sein des équipes et s'assurer que les conditions soient les bonnes pour que les conditions de travail soient bonnes, quoi. Yes. Alors, nous, on a conceptualisé quelque chose qui s'appelle le consentement et la confiance. La confiance, on adore en parler, mais elle a besoin de preuves. Et pour qu'elle se fasse, elle a besoin d'authenticité, elle a besoin d'autres paramètres que je vous développerai si vous le souhaitez, mais elle a surtout une question de quel est le consentement individuel vis-à-vis du consentement collectif. Je m'explique. Vous êtes un dirigeant, vous cherchez à faire à construire votre boîte de 10 à 50 personnes, même de 2 personnes. Il faut arriver à expliquer les conditions de télétravail. Dans quel cadre, pour faire quoi et pour qui. Parce que vous Ok. allez avoir un jour quelqu'un qui va vous dire, bah, en fait, moi, je viens pas en télétravail parce que je préfère aller au bureau. Je préfère. Et je Ok. vois, il y a de plus en plus de jeunes qui préfèrent aller au télétravail, au bureau, Oui, pardon, à le bureau. excusez-moi. Ouais. Exactement. Donc déjà, les conditions dans lesquelles un schéma ou un autre va pouvoir s'établir. Vérifiez que cela correspond à votre vision, donc à votre vision d'entreprise. Vérifiez que ça correspond même à vos process. Donc, typiquement, Ok. les gens travaillent avec des outils et avec des process. Donc, il faut que si jamais vous voulez faire du télétravail, que vos outils soient adaptés aux outils de vos salariés et qu'ils arrivent à se connecter d'à peu près partout. Il n'y a Ouais. pas pire en télétravail que les gens qui n'arrivent pas à se connecter, ou en fait finalement ils vont lâcher et ils vont partir et ça va pas aller. Et il faut Mais- aussi, pardon, poser la question aux gens. Poser la question, ouais. qu'est-ce que vous voulez en fait? Ça s'appelle un accord. Dans les grandes entreprises, on appelle ça un accord. C'est ce que j'allais dire. J'allais dire en fait tout ça, on peut le mettre, on doit pouvoir le mettre dans la charte de télétravail, non? Ou on Alors, fait un dans les accord grandes d'entreprise? entreprises, effectivement, ça s'appelle les accords d'entreprise. Ok. Pour vous, c'est là où j'allais venir. Effectivement, dans une petite structure, c'est peut-être mieux d'aller plutôt vers une charte. Ok. Mais la charte n'est pas, on va dire, engageante comme un accord, mais elle permet de poser un cadre. Et effectivement, ça va vous permettre de nouer même le dialogue quand vous allez recruter. Parce que vous allez poser voilà la charte de travail, comment on va travailler, quelles sont les conditions. Alors, je pense qu'il faut pas. euh, on parle souvent du télétravail comme étant juste la question outil, alors qu'il y Ouais. a aussi les conditions. Donc, c'est-à-dire les conditions de communication. Donc, est-ce qu'on fait de l'oral ou de l'écrit? Est-ce qu'on Ouais. fait du WhatsApp écrit ou du WhatsApp audio? Est-ce qu'on fait du Notion? Est-ce qu'on fait de l'email? Comment on écrit? À quelle heure on arrête? Parce que aujourd'hui, le problème du télétravail, c'est que les gens ne savent pas quand s'arrêter et que ce soit le chef d'équipe ou le collaborateur et continue à solliciter les autres à pas d'heure parce qu'on a une confusion des limites Ouais. personnelles versus professionnelles. Ouais, ça j'ai fait un podcast il n'y a pas très longtemps avec une avocate qui nous expliquait ça, qu'il fallait évidemment que les horaires soient définis. Il y a un petit flou peut-être sur les cadres qui sont les conditions de travail à la journée. Et donc effectivement là, il faut expliciter le je travaille de telle heure à telle heure, ou en tout cas après cette heure-là, tu me parles plus, enfin je répondrai plus de toute façon à mon téléphone, etc. Euh, j'ai bien compris et c'est intéressant le fait de mettre dès le début, que ce soit dès le début de la boîte ou dès les recrutements,
un espèce de cadre à la fois sur le comment et donc sur les outils, mais aussi sur les méthodes de travail, on va dire. Oui, Mais tout ça peut vachement bouger. oui. Et puis, tu vois, quand tu te fais recruter ou quand tu es en position d'arriver dans une nouvelle entreprise, on te présente le mode de fonctionnement, tu dis oui, tu es d'accord avec 80% ou tu te rends pas forcément compte. Mmh. Et puis au fur et à mesure, tu te rends compte que ça se dégrade, ton état psychologique se dégrade, où tu te rends compte en tant que manager qu'un de tes employés Mmh mh, mmh. je sais pas, ne répond pas, etc., etc. Comment est-ce que tu arrives à déceler ou quels sont les éléments, tu vois, qui permettent de savoir si ça va moins bien Mmh. et puis après on regardera comment est-ce qu'on fait pour améliorer ça en fait. Comment est-ce qu'on fait pour Yes. sauver Alors, la situation. déjà, la première chose, c'est apprenez ce que vivent vos salariés. Mais genre, heu, votre, la fiche, on va dire, employée, comprenez-la. Posez des questions. Quel est le schéma, l'écosystème de la personne? Est-ce qu'elle vit, en fait, sans rentrer dans des questions qui sont de l'ordre, intrusives, hem, mais essayer de comprendre quelles sont les ressources de la personne. Et Ok. ensuite, observer, parce que généralement, il y a des choses qui ne trompent pas. Est-ce que la personne, dit, «J'ai mal dormi cette nuit» à répétition? Ça veut dire qu'il y a quelque chose derrière et qui va pas. Est-ce qu'elle est dans une stratégie d'évitement dès qu'il y a, on va dire, une soirée d'équipe? Pourquoi? Est-ce qu'elle a un enfant peut-être? Donc ça veut dire qu'il faudrait changer les routines. Ouais. Peut-être qu'elle a pas envie, le soir parce que, je sais pas, elle lutte, contre une addiction à l'alcool et en fait, elle veut pas être dans un lieu de travail où il y a de l'alcool. En fait, l'employeur n'a pas besoin de tout savoir. Et c'est même, voilà, Ouais. confidentiel. Il y a plein de choses qui sont confidentielles. Mais par contre, il y a des signaux faibles qui font que, heu, votre salarié effectivement peut être en situation de vulnérabilité et effectivement, le salarié lui-même doit apprendre à reconnaître quand ça va pas. Donc par exemple, je suis salarié, mais je sors, toutes les 5 minutes, cloper parce que je suis stressé ou que je m'ennuie. Donc ça dans les 2 cas, ça peut être du bore-out ou du burn-out. Ouais. Enfin, ce qui n'est pas mieux, hein. Heu, dans les situations, par exemple, quelqu'un qui est hyper cynique, tout le temps hyper cynique, qui est détaché, qui est très, dans même dans les commérages, qui en fait, généralement, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui va pas. Ce sont des points d'alerte. Il faut pas tout laisser passer dans le sens où la question, c'est pas de faire, tout de suite, branle-bas le combat et de faire une alerte RH, c'est pas la question. Mais de vous poser avec la personne et de lui dire: «Écoute, ici, il y a un système qui fait que l'objectif, c'est d'échanger de manière authentique ensemble. Est-ce que je peux t'aider? Est-ce Ok. qu'il y a quelque chose pour lequel voilà, est-ce que tu as besoin de moi?» Mais par contre, une fois que vous avez posé cette question, vous devez vous montrer à la hauteur et ça, on ne le dit pas assez souvent. Laissez le bullshit de côté «On est une famille». Ouais, j'allais Vous dire n'êtes pas une famille! le Non! fameux on est une famille. Voilà, vous n'êtes pas une famille. Par contre, posez la question: «Si je peux faire quelque chose pour toi?» Sachant que voilà, enfin, hem, moi je travaille, voilà, typiquement avec mon associé, on est vraiment très proches, on travaille en télétravail depuis, plusieurs mois, sinon années. Hem, on a vécu des choses ensemble, à distance, très, très intense en termes de vulnérabilité l'une et l'autre parce que voilà, la vie fait que à nos âges respectifs, on vit des choses, c'est normal. Hem et j'ai toujours posé la question: «Est-ce que je peux faire des choses pour toi?» Et en fait, je sais que Ok. logistiquement, je ne peux pas. Et il y a des choses où je ne peux pas, Oui, je c'est peux ça. pas me déplacer, voilà, il y a des choses, elle le sait, mais et elle ou moi, on sait que parfois, il suffit juste de parler, de vider son sac et de passer à autre chose. Ou alors de se passer, par exemple,
Et c'est pour une personne avec qui je travaillais, il s'est trouvé que j'avais repéré en elle des signaux de burn-out. Je lui ai pas dit qu'elle était en burn-out, mais je OK. lui ai posé la question: «Est-ce que ça te dirait pas de rencontrer un professionnel? Peut-être que tu pourrais avoir des réponses vis-à-vis de ce que tu vis». Et c'est Tu des peux tu peux phrases pas nous compliquées. tu peux nous dire, comment est-ce que tu avais repéré ou quel signe de burn-out tu avais repéré? Parce que c'est intéressant, je pense. C'était une forme de fébrilité, vraiment, de difficulté à se concentrer, une vivacité même dans les mots, la moindre, la des choses un peu irritantes prenaient des proportions, considérables. Ça OK, devenait, elle pouvait en parler pendant 30 minutes parce qu'en fait, elle n'avait plus la capacité de gérer le stress. OK, C'était trop et en plus, elle me disait qu'elle dormait pas, vraiment pas, OK. plusieurs nuits d'affilée, et en fait, il y a pas et c'est simple, il y a pas pire que le manque de sommeil. Ouais, je suis Il y a d'accord. pas pire. Manquer de sommeil, c'est vraiment, au final, perdre, un peu, sa capacité à réguler le niveau de stress, et de réaction, de manière tempérée, de prendre du recul, machin. Il y a aussi autre chose, c'est l'isolement social. C'est quelqu'un qui, à ce moment-là, ne rencontrait personne, même pas moi, et pour qui le fait de se déplacer représentait pour elle quelque chose qui était, une énergie considérable, et ce qui est normal vu qu'elle était en burn-out. Donc même les gens qui vous disent: «Non mais j'ai pas la force, Ouais, j'ai pas envie et je ne peux pas me déplacer pour 30-40 minutes», d'accord, on est loin, c'est compliqué, le métro, le RER, tout ça. Mais en fait, ça veut dire qu'il y a un sujet. Donc OK. ça fait partie des, voilà, des signaux. Après, il faut savoir que, voilà, il y a des personnes qui peuvent être longtemps dans le déni et qui peuvent vraiment très bien masquer. Mais elles vont avoir ce qu'on dit des systèmes de régulation ou d'échappatoire, comme le fait de beaucoup manger, comme le fait de beaucoup boire, Ouais, comme le fait de regarder beaucoup de séries télé de manière un peu frénétique pour ne pas dormir. ouais, Comme le fait de beaucoup courir ou de beaucoup bouger et de ne pas arriver à se poser. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose derrière. Ça veut pas dire forcément, un burn-out, mais il se passe quelque chose que la personne n'arrive pas à gérer et qu'il faut arriver, à poser derrière. Parfois, comme je disais, ça peut être, un trouble que la personne, avait, et qu'en fait avec l'excès de stress, ouais. ça va Ça ressort. l'exacerber. Voilà, ça OK. sort. Par exemple, les troubles, l'anorexie, la boulimie, ou bien, les troubles, les difficultés, cognitives. La personne compensait avant, mais il y a eu un coup de stress qui l'a mis dans un tel niveau où là, voilà, c'est compliqué pour elle. Donc Et du posez-vous coup, la question. tu OK, OK, donc là, on a quelques points pour, à la fois mettre en place les bonnes conditions de travail et repérer les personnes, en situation de vulnérabilité, on va dire. Et quelques pistes pour y remédier. Est-ce que tu mets en place est-ce que tu conseilles de mettre en place de la prévention tout de suite? Notamment quand tu es en télétravail et encore plus peut-être quand tu es en full remote, que tu vois, enfin, tu vois, tu parlais tout à l'heure d'isolement social. Quand tu es en full remote, assez vite, tu peux être en isolement social, et c'est pas forcément évident à la fois à changer, parce que tu vois, on parlait tout à l'heure des Parisiens qui sont partis à la campagne pendant le Covid. Typiquement, le genre de personnes qui avaient l'habitude d'avoir une vie très dense, culturelle, de sortir, etc. Et d'un coup, ils vont se perdre en Bretagne en disant il faut que j'aille vivre à la campagne. Et en fait, ils se retrouvent tout seuls. Donc, est-ce que tu mets en place de la prévention? Et si tu mets en place de la prévention, quel type de prévention tu mets en place pour être sûr que ça se passe bien dès le début ou que tu vois que ça bascule pas dans une situation dégradée en fait. Alors, moi, je dirais que la prévention la plus simple, c'est de poser des process, même si on n'aime pas ce mot et que ça paraît hyper bureaucratique, c'est pas du tout le cas. C'est juste de dire, voilà, quels sont nos rituels, pendant, cette nouvelle période, qui Ok. va, nécessiter un ajustement. Idéalement, il faut avoir un mentor sur place.
Ça OK. fait partie des choses, qui semblent un peu basiques, mais il vaut mieux soit un mentor de l'entreprise, soit un mentor externe, une association ou je sais pas, un voisin, enfin voilà, c'est vraiment, ne pas hésiter à avoir un nouveau tissu social. Ouais. Le 2e point, c'est effectivement, heu, de faire des points de vérification. Est-ce que tout va bien? Comment ça se passe? Après la honeymoon, parce que Ouais. en fait, j'ai connu cette période d'expatriation sans être allée en Bretagne, c'est pas le sujet, mais j'avais vécu aux États-Unis et en fait, au tout début, c'est génial, Ouais. waouh, on en a plein les yeux et puis, en fait, au bout d'un moment, on comprend rien. Les gens nous parlent pas, et on est vraiment perdu dans les repères culturels. Ouais. Donc le point, c'est effectivement de dire de la part de l'employeur, de dire, ben: «Est-ce que je peux t'aider?» Pareil, la même question: «Comment ça se passe pour toi?» Et OK. effectivement, l'un des sujets, que j'ai rencontrés en matière de vulnérabilité, c'est quand la personne déménage et que, elle se retrouve encore plus seule. Donc tous on va dire toutes les vulnérabilités qu'elle avait avant, tous les risques Ouais. vont s'exacerber. Donc imaginez par exemple quelqu'un, qui a des problèmes de jeu. Et si elle se OK. retrouve toute seule à côté d'un PMU, c'est catastrophique. Donc Ouais, voilà, ouais. c'est le genre de choses parce que la personne qui était à côté d'elle pouvait la réguler, mais là, elle est tout d'un coup, vous savez, c'est comme les étudiants qui passent d'un lycée hyper enfermé et tout d'un coup en fac, Ils arrivent à la fac, la ouais. catastrophe. Ouais, en fait, il y a vraiment des situations, qui probablement doivent donner l'alerte ou en tout cas, sans peut-être aller jusqu'à donner l'alerte, mais juste, des points de vigilance sur, effectivement le changement de déménagement, peut-être l'arrivée d'un enfant aussi, Ah oui, ce clairement. genre de choses, ouais. Ce qu'on appelle les moments, on va dire, life changing, avec cette expression effectivement qui vont changer la vie. Ouais, Clairement, en fait, ça remet en cause pas mal d'éléments d'identité. Tout à l'heure, tu disais que, quelqu'un qui était dans une grande ville et qui avait l'habitude, voilà, d'être dans une identité urbaine et qui, tout d'un ouais, coup, se retrouve dans une autre identité et qui se reconnaît même pas sur les fringues qu'elle met. Parfois, c'est tout bête, hein, mais c'est vraiment, mais comme on est peu de choses, on se rend compte assez vite que l'être humain est assez peu de choses et même un changement, par exemple, de profession, ça, on en parle assez peu, mais un changement de profession, c'est quand même assez radical. Quelqu'un qui avait l'habitude, par exemple, d'être, hem, je sais pas, en banque, ouais, dans des process hyper, carrés, bureaucratiques, limite, voilà, cocooning, enfin vraiment, c'est prise en charge. Il y a vraiment peu de marge de manœuvre et d'autonomie. Tout d'un coup, se retrouve dans une start-up ouais. où, c'est, fais ce que tu veux, comme tu veux, dans tous les cas, tu es un adulte. Hem, Ça peut être très perturbant pendant un long moment. OK. Heu, voilà et puis il y a aussi les retours. Par exemple, les personnes qui reviennent de burn-out, Ouais, c'est important de faire le même check-in. Comment OK. ça va? Qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? Ce genre de choses. Et ça, tu le fais, le genre d'entretien individuel là pour de points d'attention, tu fais ça tous les combien? Tous les mois peut-être ou? Tous les mois, c'est bien. Après, ça dépend de l'intensité du sujet. Ça peut prendre, voilà, 5 minutes, hein. On n'a pas besoin de prendre 30 Ouais, minutes pour dire, «Comment ça va? Qu'est-ce que je peux faire pour toi?» ouais, Voilà et après voilà de prendre le temps parfois d'écouter aussi les collègues, ce qu'ils disent, parce que, les collègues sans être c'est pas du tout la question du commérage et c'est par contre, c'est important de dire pourquoi on fait ça. C'est ouais, pas pour fliquer les gens et c'est hyper important, c'est de dire: «Attention, c'est plus parce que on fait attention les uns aux autres, c'est pas une question de famille, mais c'est un système social, l'entreprise est aussi un système social, hem et qu'il y a un effet
d'équipe, de camaraderie. Vous savez, c'est comme chez les militaires ou dans d'autres structures ou chez les sportifs, les coéquipiers font Ouais. attention, ils disent attention, je l'ai vu manger un peu trop de sucre, c'est bizarre, ça veut dire qu'il a un coup de stress ou des choses comme ça. Il faut rappeler aussi qu'il y a des principes de camaraderie qui font que on prend soin les uns des autres. Et d'ailleurs, ceux qui font très bien ça, c'est l'équipe de rugby. Ouais. Ok. L'équipe de rugby arrive à avoir des routines. Je vous invite à écouter, il y a un podcast génial avec Charles Pépin Ok. et effectivement l'entraîneur de l'équipe de rugby sur ces sujets-là, comment il construit l'équipe. Et je trouvais que c'était un excellent exemple sur effectivement comment on arrive à, dans la diversité de chacun, parce qu'il y a chacun un vécu spécial et voilà, d'arriver à prendre cette attention Ok. et pour renforcer la performance. On est là pour effectivement on performe, parce que là l'objectif c'est de performer, mais tout en prenant ce soin les uns des autres. Ouais, c'est intéressant. Je mettrai le lien du podcast Avec du plaisir, rugby ouais. dans la description. Il faudra que tu me donnes le nom exact. En fait, c'est intéressant parce que quand tu disais, tu vois, il faut écouter les collègues, ou même quand tu disais, il faut faire un point tous les mois pour s'assurer que tout va bien, mais on n'a pas besoin que ça dure hyper longtemps. En fait, tout de suite, dans ma tête, je me suis dit, en fait, on peut prendre un café. Oui, Tu vois, le truc où écouter ses collègues à la pause café. Mais du coup, le problématique du café, c'est que bah, c'est présentiel, en fait. Ou par défaut, en tout cas dans ma tête à moi, bizarrement, alors que pourtant, effectivement, ça fait des années que je bosse en remote. Euh, Tu vois, et ça fait partie des questions. Et tu vois, la communication informelle en télétravail est toujours un point qui est relativement complexe et qu'on a du mal à recréer la fameuse discussion de machine à café. Euh, Est-ce que toi, tu as des tips là-dessus? Est-ce que par exemple, Boon Manager, dont on parlait tout à l'heure, qui sont assez forts, je les cite souvent parce qu'ils sont assez bons en création de culture et d'événements. En fait, ils ont, je crois, 2 séances de sport collectif, donc en visio toujours par semaine. Ils ont un goûter, je crois, par semaine. Ils ont un moment où ils jouent aux jeux vidéo par semaine aussi. Rien de tout ça n'est obligatoire, mais tu peux y aller et du coup, tu vois, ça fait un peu le côté machine à café. On discute, on parle de nos vies et on fait des trucs ensemble sans que ça soit du boulot. Et si t'as pas envie d'y aller, on n'y va pas. Enfin, tu vois, c'est pas une réunion de famille pour le coup. Euh, Comment est-ce que tu vois, est-ce que tu as des tips pour faire comment est-ce que sur la communication informelle en télétravail, est-ce que tu as des exemples précis? Est-ce qu'il y a des yes. choses qui te viennent en tête? Ouais. Alors, en organisation, on appelle ça les espaces de jeu, effectivement informels et qui permettent de créer en fait, des espaces de rencontre sans exigence d'objectifs quantifiés. C'est-à-dire qu'on est là ensemble, on passe du temps. Ouais, c'est ça. Juste comme ça. Enfin voilà, sans dire j'ai travaillé sur machin et je vais. Tu sais, dans le conseil, on appelait ça de la facturation. C'était du temps facturé. Ou voilà, ça je l'ai vendu à mon client. Hein. Chez les avocats, on fait ça. Dans Ouais. les comptables, voilà, on l'a vendu. Non, c'est pas du temps facturé, c'est du temps qu'on passe ensemble. Alors, chez nous, on fait un truc qui est assez simple. On s'appelle, on prend un café pendant qu'on s'appelle. Ou Ouais, c'est ça. alors, moi j'adore faire ça parce que c'est le seul moment où je peux faire on va dire, des walking calls. Je marche et je Ouais. dis aux gens, en fait, c'est bien pour ma santé. C'est le seul moyen où j'ai trouvé, voilà, de faire un peu d'activité. Donc, je suis sortie marcher et je t'appelle. Et là, pendant effectivement 10 minutes, on va parler de nos enfants, de nos passions. En fait, on va parler de nos passions, ou bien de l'actu, enfin vraiment la machine à café. Ouais. Qu'est-ce qu'on faisait pendant la machine à café? On parlait de l'actu. Enfin, après, moi alors c'est pas une blague. Quand je suis arrivée en France la première fois, parce que j'ai grandi au Maroc et que j'ai travaillé au Maroc au début, je suis arrivée en 2014. J'étais tétanisée sur comment j'allais parler à mes collègues français parce que j'avais pas du tout les codes. Ouais. Et j'avais un truc pour chaque persona. Ok. C'est pas une blague. Les gens vont me prendre pour une tarée, mais ça m'aidait en fait à réduire mon stress.
En fait, pour les hommes de plus de 40 ans, je parlais foot. OK. Comme à mon père. C'est bête et méchant. Comme à mon père. Alors, t'as vu le match d'hier? Champions League, peu importe, je pouvais parler de ça et le faire parler, ça marchait à tous les coups. Si le gars me disait j'aime pas le foot, bah alors qu'est-ce que tu aimes? Et ça brisait la glace. Deuxième truc pour les femmes généralement qui ont des enfants, alors comment vont les enfants? Je Ouais. savais qu'elles avaient des enfants, donc je posais la question. Troisième truc pour les célibataires qui n'avaient pas d'enfants. Qu'est-ce que t'as fait hier soir? Fais-moi rêver. Ouais. Et là, généralement, la personne raconte, voilà, un truc qui s'est passé. Et effectivement, en fait, c'est juste un moment d'échange qu'on peut faire au téléphone, comme en vrai. Et il y a pas longtemps, on a fait, nous, pour la fin de l'année, on a pris un temps pour aller dans un beau café, dans un joli lieu. Ouais. On a passé la matinée, je leur ai dit, venez, on va juste fêter l'année. Ouais. Et l'objectif, honnêtement, on n'avait pas pris de cahier. C'était juste passer du temps Juste ensemble. se rencontrer, ouais. Voilà, se rencontrer. Et on a commencé à parler, voilà, bien sûr, de nos enfants, parce qu'ils prennent une place considérable, mais aussi de plein d'autres choses, d'actualité. Enfin, vraiment, on a passé 3 heures à changer le monde. Et à la fin, on a malgré tout travaillé. Et on a eu des idées comme ça, qu'on a notées sur un bout de papier et qu'on a lancé depuis. OK. Et c'était, mais vraiment, c'était l'un des mots, c'est incroyable, et c'était l'un des moments les plus productifs parce que ça pourrait nous rapporter beaucoup d'argent. Alors que euh, on pourrait se dire, on n'a pas de temps, c'est pas facturé, c'est pas avec nos clients. En fait, le problème dans les nouvelles structures qui apprennent à monter des boîtes façon start-up, c'est qu'on veut tout scaler. Ouais. Et qu'on veut tout rentabiliser et que tout optimiser. On veut, c'est ce mot-là, en fait. Ouais, C'est ouais. ce Ouais, ouais. verbe-là. On veut tout optimiser. Sauf que l'humain, déjà, il a une part d'imprévisibilité. Et effectivement, dans des métiers créatifs où, on va dire, il y a un peu d'innovation, bien de rencontre, bien de disruption, d'aléas, ça ne peut pas s'optimiser sans qu'il y ait du lien et de la coopération. Et ça, Ouais. ce fameux mot de coopération, cela demande du temps, de la confiance, de l'authenticité. Et ça aussi, c'est un élément qui est très, très, très important dans la question de la qualité de vie au travail. Parce que dans les startups, on parle souvent de ça, mais on met pas en place ce qui doit aller pour ça. Typiquement, en fait, enfin, c'est comme les dirigeants qui vont dire oui, j'ai brisé l'armure, je suis vulnérable, j'ai fait un TEDx. Ah non, non mais c'est caricatural, mais c'est le cas. Hein, il y a des gens qui Ouais. disent ça. Alors que il faut être aussi conscient de ses privilèges quand tu es un start-upper et que tu as fait ta levée ou que tu as des personnes qui te soutiennent, du love money, machin, et que tu as un jeune qui sort d'école qui doit rembourser son crédit pour son école ou je sais pas quoi, bah non, lui, il est en difficulté, il est en stress. Ouais. Donc non, c'est lui qui est vulnérable. À la limite, si ta boîte crash, tu vas trouver du travail. Lui, si ta Ouais. boîte crash, il va pas tout de suite trouver du travail. Il faut être conscient en fait des risques et enjeux pour chacun. Typiquement, une jeune maman ou un jeune papa qui est solo, bah, ça va pas être le même niveau de stress que quelqu'un qui a, je sais pas, récupéré un héritage et qui est tranquille. Enfin, voilà, il faut être aussi un peu ouvert et à l'écoute des différences de chacun. C'est ce qu'on appelle tout simplement l'empathie. Mais C'est ça. voilà, c'est un concept, voilà. Mais de manière sincère. Et si on ne sait pas, on dit je ne sais pas. C'est pas grave. C'est là où on dit bah je ne sais pas. Peux-tu m'expliquer parce que je n'ai jamais rencontré cette situation. Typiquement, on peut avoir des situations où on rencontre quelqu'un qui est bipolaire et on ne sait pas comment travailler avec elle. La chose la plus simple à faire, c'est déjà de dire bah écoute, je ne sais pas.
Peux-tu Ouais. me dire ce qui te conviendrait? Ou alors, on rencontre quelqu'un, ton professionnel, qui pourrait m'expliquer, ça serait peut-être plus simple. Et ce moment-là, qui est pour moi le plus authentique, c'est de dire je ne sais pas. C'est l'un des moments les plus précieux pour pouvoir créer cette coopération et ce lien de confiance dans la durée. Ok. Ok. Très intéressant sur le je ne sais pas, effectivement, parce que ça fait partie des questions que je me posais et que je voulais te poser, mais du coup tu y as répondu. Peut-être pour conclure, on a beaucoup parlé, tu vois, de personnes vulnérables, de vulnérabilité et de télétravail dans cet épisode. Est-ce que tu penses que le télétravail est un point positif ou un point négatif? Ou alors peut-être, pour le demander autrement, euh, quelles sont les conditions nécessaires pour que ça soit pas un point négatif peut-être? Parce qu'on a quand même l'impression que c'est un peu, enfin, en discutant, que si c'est pas un point négatif, c'est en tout cas un point d'attention important à cause de l'isolement, etc., etc. Donc voilà, qu'est-ce que t'en penses et on conclura l'épisode là-dessus. Hem, c'est un outil qui est génial pour, les, citadins ou, les personnes qui sont, dans des lieux éloignés, Ouais, qui, ne veulent pas passer 2 heures, de transport. Ça a changé nos vies littéralement. Moi, quand j'étais, consultante, j'avais demandé 1 jour de télétravail par mois et on me l'avait refusé. Aujourd'hui, on se poserait même pas ces questions. C'est-à-dire que c'était ouais, en 2017, hein, c'est pas ouais, si éloigné. Hem, donc ça a des bénéfices considérables. Il se trouve que, par contre, comme tout outil, cela peut, heu, hem, mettre en lumière certaines vulnérabilités de la personne et du collectif. ouais, De la personne, quelqu'un qui est déjà un peu fragile ou qui est éloigné culturellement, ou qui vient de divorcer, ou quelqu'un qui est en addiction, peu importe. Tout d'un coup, ça va le désociabiliser un peu plus si on ne fait rien. Donc il faut avoir les process qui vont avec. Par contre, cela peut aussi vulnérabiliser la structure et l'organisation si elle n'est pas claire, transparente, et si le dirigeant, bah, il ne consent pas un peu de temps de ouais, management. C'est tout bête, c'est être un bon manager. ouais, c'est ça. Mais en fait, je pense que le débat télétravail physique euh, n'a pas lieu d'être, parce que même en physique, on aurait les mêmes questions. En fait, même Ouais, en physique, les gens ne se voient pas parce qu'on est derrière des écrans. Vous avez le manager qui est sur son téléphone, qui regarde jamais ses collègues. ouais, Euh, on va avoir les mêmes problématiques. C'est juste que là, tout d'un coup, euh, ça empire ouais, c'est ça. parce que on a une impression de non-contrôle. Mais dans les deux situations, voilà, il n'y a pas de solution parfaite. Je pense que dans nos activités de service, donc dans les activités de service, quand on n'est pas avec un ouvrage matériel, Ouais, effectivement, le télétravail peut être puissant pour pas mal de choses. Mais pour renforcer la coopération, l'innovation, la créativité, il faut arriver à consolider les process et pas juste lâcher les gens avec juste leur PC en leur disant vous êtes en télétravail. Moi, je me suis ouais, rendu compte que typiquement la Gen Z était en crise de formation. Leurs managers ne les encadraient pas parce que comme elles ouais. étaient, il y en avait qui étaient en télétravail, le manager était en télétravail, l'alternant était sur le lieu, mais il ne parlait jamais à son manager. En fait, Euh, ça fait partie des enseignements qu'on a eu lors du dernier podcast avec Alex Hernandez sur le management justement. Et en fait, c'est un peu vrai sur tous les aspects du télétravail. En fait, le télétravail est un bon révélateur ou un accélérateur dans les deux sens. Et donc, si tu es un mauvais manager et que tu manages mal, ou si tu es mauvais en recrutement, ou si tu es mauvais en onboarding, en fait, en télétravail, ça devient très vite une catastrophe. Alors que quand tu es en présentiel, bah, tu arrives toujours à bidouiller. C'est plus simple de remettre un peu des bouts de scotch à droite à gauche sur les pratiques. Alors qu'en télétravail, tu n'as pas le choix, il faut être bon, sinon ça fonctionne pas. Après, Ok, bah, l'exemple que je donne toujours, ouais, étudier le cas d'Alan. ok,
Moi, Ah, j'aime super. bien, moi, ça fait partie des choses que je partage à mes étudiants Ok. parce que c'est un choix radical qui est vraiment radical sur pas mal d'aspects. Mais qui consolide pas mal de choses. Typiquement, ils vont faire tous ces espaces de jeu dont on vient de parler, avec une organisation spécifique, avec une façon de travailler spécifique. Ça veut pas dire que c'est parfait, Ouais. mais j'aime bien faire travailler mes étudiants dessus. Ok. Et souvent, ils me disent tous la même chose. Tout le monde ne pourrait pas être comme Alan. Ok. Pareil, je mettrai le cas dans la description du podcast, ça peut être Avec intéressant. grand plaisir. Écoute, merci beaucoup pour cet Merci. épisode, c'était hyper intéressant. Je vais mettre ton LinkedIn aussi dans la description du podcast, comme ça si les gens veulent te contacter ou autre, ils pourront le faire. Avec grand plaisir. Écoute, merci beaucoup encore une fois, et puis c'était un plaisir de discuter avec toi sur cet épisode.